Nouveau départ est un balado de conversation sur l'expérience d'immigrer au Québec. Et pour la saison 2, j'avais envie de l'aborder à travers le spectre de la littérature, parce que la lecture nous rapproche. Animé par moi, Kitty Antoine, à la recherche Pierre-Antoine, musique par Na Agnan, réalisé par Mathieu Tessier. C'est une production de Canal M avec l'organisme Union Urbaine. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir une artiste que vous connaissez bien, mais qui nous revient cette fois-ci avec des livres. Née à Dakar et adoptée par une famille québécoise, cela fait plus de 10 ans qu'on la voit grandir sur nos écrans et sur nos scènes de spectacle. Et sans exagération, on peut dire qu'elle est une des artistes incontournables de la musique rap du Québec. Une artiste polyvalente qui a décidé de transformer ses chansons en livres jeunesse. J'accueille avec beaucoup de bonheur Sarah May dans nos studios. Sarah May, merci d'être avec nous et bienvenue à Nouveau Départ. Merci, Kitty. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Ah, ben moi, je suis ravie. Merci d'avoir accepté. Sarah May, on se connaît depuis plusieurs années. C'est pas la première fois qu'on se retrouve comme ça vis-à-vis avec un micro, mais c'est la première fois que là, on va parler de cette version de toi-même qui aime écrire, qui aime lire, qui aime s'amuser avec les mots. Ouais. T'es rappeuse, animatrice et maintenant auteure de livres. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ajouter l'écriture à ton univers créatif, Sarah May? Ben, en fait, je dois dire que je ne peux pas prendre le crédit pour ces idées incroyables parce que ce n'est pas mon idée au départ. En fait, le premier livre, c'était Ma peau. Ça prend un village. Ben, ça prend un village et ça prend des gens qui ont une vision. Donc, quand j'ai sorti Ma peau à peu près en 2021, c'est une chanson qui a beaucoup marché, puis on était aussi un peu post-pandémique, George Floyd, Black Lives Matter. Et j'ai été approchée par la boîte d'édition Kata, par Lucas, qui m'a dit, écoute, ce serait vraiment bien que cette chanson-là soit illustrée en livre jeunesse. Et illustrée, en fait, parce qu'il me disait, le message de cette chanson est pour tout le monde, mais parle beaucoup aux jeunes et aux enfants. Et je pense que si on fait un livre comme ça, ça va se propager, puis ça peut aller dans les écoles et tout ça. Donc moi, j'étais emballée, tu comprends, par le projet, parce que des livres, c'est précieux. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'avais Le Petit Prince, j'avais des livres comme ça un peu clés qui ont grandi avec moi. Et donc, je me suis dit, là, c'est un objet. Tu sais, un livre, tu peux toujours aller le rechercher, tu peux en acheter un, puis lire dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, le relire, le prêter. Fait que, voilà, et c'est Niti Marcel Muette qui a illustré magnifiquement ce livre-là. Gros shout-out à Gros Niti. shout-out que j'adore, qui a travaillé sur Ma peau et aussi sur Haut les cœurs, qui est sorti l'année passée. Donc, c'est l'illustration de cette chanson que j'ai fait pour une chanson à l'école. Et encore là, il y a toute la visée pédagogique derrière. Moi, c'est ce que j'aime, c'est que ces livres-là vont se retrouver dans des écoles entre les mains d'enfants et les profs m'écrivent. C'est comme on fait un projet sur le livre, là, on apprend les chansons. Wow. Tu vois, dans le dernier, il y a les partitions. Fait qu'il y a beaucoup d'écoles qui ont, des concentrations musique ou qui ont un petit orchestre. Donc, les jeunes apprennent à lire la musique, ils peuvent jouer la musique. Donc, c'est sa vie. Il y a une vie qui est un peu pérenne pour les livres, je trouve. Sarah May, je suis d'accord avec toi. Pour ma part, les livres, c'est comme un des plus beaux objets qui existent. Je suis d'accord. C'est encore plus précieux que des bijoux. Oui. En tout cas, à mes yeux, j'ai emprunté des livres qui sont jamais revenus. Ça m'a fait de la peine. Quand tu le cherches, là. J'ai des livres que je chéris, que je garde depuis mon enfance et que j'ai pu transmettre à mes enfants. Toute la petite collection de Walt Disney que ma mère nous lisait avant de dormir. En tout cas, vraiment, je partage cette émotion que tu as, cette relation que tu as avec les livres. Toi, t'es née à Dakar. T'as vécu dans plusieurs pays, dont le Rwanda, la Tunisie, avant de t'installer au Québec. Quel souvenir tu gardes de ton arrivée ici au Québec, ton nouveau départ? Mon retour, c'est ça, parce qu'on a fait beaucoup d'allers-retours entre les pays. Donc, on revenait toujours au Québec pendant 1 ou 2 ans entre les contrats de mon père. Donc, le dernier pays que j'ai fait, c'est le Sénégal, où j'ai fait mon secondaire là-bas. D'accord. Et là, je revenais au Québec, dans la ville de Québec, pour faire mon cégep. J'avais 17 ans. Donc, moi, je tannais mes parents pour rentrer au Québec parce que je voulais pas faire le bac français. Je voulais vraiment... Parce que, tu sais, je me poignais un petit peu le beigne à l'école. J'étais un peu tannante.
J'avais besoin de retourner au Québec, je pense, d'avoir un peu plus de liberté. J'avais déjà ce désir-là en moi. Je suis une personne, j'aime mon indépendance, puis assez jeune, je la voulais. Et je voulais aussi avoir le choix de ma direction académique, un petit peu de... Voilà. Donc, finalement... Tu voulais avoir un mot à dire. Oui, un mot à dire. Puis mes parents ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient que j'étais jeune, et puis je comprends. Mais j'ai gagné j'ai gagné mon bout. Mais mon frère était là, Karim était déjà à Québec, donc ça a facilité les choses. Et quand je suis arrivée, je te dirais que c'était un choc culturel à l'envers. Parce que là, tu sais, de 12 à 17 ans, je suis au Sénégal. J'ai une autre vie complètement que celle d'ici. Je suis dans un autre système scolaire, pardon. Je suis dans un pays où la culture française de France est très forte. Donc, j'arrive avec un accent français. Mais je m'appelle Ouellette. Mais je suis noire. Et là, c'est ça. J'arrive à Québec et je me rends compte que, bon, mon identité, mon côté sénégalais et francophone est très, très fort. Mais mon côté québécois à ce moment-là est plus atténué, je te dirais. D'accord. Donc, je rentre au cégep et j'ai des amis aussi, comme par hasard, du Sénégal qui viennent étudier à l'université ou quoi que ce soit. Et je me tiens avec que des Africains, donc des Ivoiriens, des Guinéens, des Sénégalais. Donc, je suis à Québec, dans une ville où j'ai grandi. J'ai passé beaucoup d'années, où la famille du côté de ma mère est là. Mais je vis comme si j'étais une étudiante étrangère. Finalement, je me tiens à l'Université Laval avec des Africains en grande majorité. J'avais des amis aussi québécois, évidemment, mais je me retrouve avec ces gens-là qui, eux, aussi sont loin de leurs parents, qui viennent étudier, mais on n'a pas le même statut sur papier, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment intéressant. Ouais, mais ça a été des années, honnêtement, qui ont adouci mon retour. Parce que si j'avais pas eu, puis c'était un noyau quand même assez dur de bonnes amitiés que j'ai encore. Maintenant, ils sont à Abidjan, à Dakar, en France, aux États-Unis. Mais c'est des gens qui sont encore dans ma vie, à qui je parle encore, pour qui on a beaucoup d'affection et qui m'ont aidé à revenir et à me réintégrer aussi, parce qu'il y en a qui étaient même là avant moi, qui étaient arrivés avant que j'arrive. Donc, tu sais, il y a tout ça, et après, c'est de calibrer. Alors, comment tu arrives justement à asseoir une identité dans laquelle tu es confortable? Ça a pris beaucoup d'années. Ça a pris beaucoup d'années parce que j'étais tiraillée entre plusieurs accents, entre des valeurs communes, mais une façon de faire et de voir les choses différentes. Je te dirais que ça a pris beaucoup d'années. Puis à travers la musique aussi, tu sais, mon premier album, tu l'écoutes, j'ai vraiment l'accent français dedans, là. Mais c'est con, mais parce qu'il y a des références qui viennent avec ça aussi. Tu sais, j'étais pas encore complètement imprégnée de la culture d'ici à ce moment-là. Même si tout mon entourage faisait du rap quand j'ai commencé à faire de la musique, donc tous les beatmakers de Québec, de Montréal, j'étais en mode hustle, puis je rencontrais tout le monde. Mais moi, je voulais faire des trucs en France, je voulais m'exporter. Donc, j'étais pas encore ancrée ici au niveau de ma musique. Donc, c'est à travers la musique que j'ai pu réconcilier mes deux cultures, je dirais. En cherchant ton son qui est aligné à ce que tu vis, à ce que tu représentes, à ce que tu deviens aussi. Parce que, tu sais, j'arrive à 17 ans, mais 10 ans plus tard, je ne suis plus la même personne. Donc, et puis, j'ai vécu ici, je me suis installée, là, les codes, ça se reprend vite, t'apprends, et puis, t'acceptes aussi que c'est comme ça, parce que moi, je pense que j'ai un accent très keb, mais tout le monde me dit, ça va, t'as quand même un français international. Tu sais, c'est ça. Donc, ce sera jamais parfait et ce sera jamais un ou l'autre à 100%. Mais c'est toi. Mais c'est moi. Donc, voilà. Je l'accepte. Je fais juste l'accepter et puis je vis comme ça, tu sais. Je suis heureuse comme ça. Moi, je trouve ça vraiment intéressant que ce soit pour toi à travers la définition de ton art, qui es-tu artistiquement parlant, que tu as trouvé par ricochet qui es-tu comme humaine. Ouais. Tu as commencé à chanter, à écrire dans les débuts des années 90. Puis début des années 90? Non, plus tard que ça. Plus tard que ça? Je suis plus jeune que tu penses. Début des années 2000. 2009, excuse-moi. Mon premier projet, 2009. C'est mes yeux qui sont dyslexiques, là, sur ma feuille. J'ai eu 50 ans hier.
À l'époque. Hey, excuse-moi. Non, t'inquiète. Alors, je vais juste lire mon texte. Écoute, vas-y, ma chum, vas-y. Tu as commencé à rapper autour de 2009. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé autour de cette période-là? Pourquoi le rap? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce style-là? Ben, encore une fois, j'en ai... Surtout à l'époque. À l'époque. Où c'était tellement masculin et toute cette énergie. Moi, j'avais commencé à animer des émissions de radio. J'étais, je pense, une des seules femmes à tenir un micro. Et j'étais ravie de te voir te présenter là, avec toute ta fougue. Merci. Pourquoi tu as choisi le rap? Ben, en fait, moi, j'ai grandi sur cette musique-là. Tu sais, je me rappelle les premières cassettes que j'ai eues, je pense que j'avais 8-9 ans. C'est mon cousin qui me les avait données. C'était des rappeurs de New York, Grave Diggers. Tu sais, des noms, là. Il y a 2 tunes sur une cassette, puis de l'autre côté, c'est l'instru. Oui. Des rappeurs, tu sais, je veux dire, des affaires complètement champ gauche. Puis ça a allumé quelque chose en moi. Et... Des mixtapes presque codés. Écoute, tu sais, moi, quand j'étais à Dakar, j'écoutais Skyrock... qui était à Paris, puis j'enregistrais les freestyles de Arsenic, de Passy, de NTM. Donc, moi, ça faisait partie de mon style de vie, ça faisait partie de la musique que j'écoutais, j'enregistrais les freestyles. Après ça, je les réécoutais 50 fois dans le salon, puis j'essayais d'apprendre par cœur leurs freestyles. C'était une évidence. Une évidence. Et c'est ça, donc quand j'ai commencé à faire de la musique, mon cercle était très rap, ça allait de soi que moi, c'était cette énergie-là qui m'attirait. Cette fougue et cette façon d'écrire, de rap, de s'exprimer, de revendiquer. Et donc, je pense que quand je suis arrivée à Québec, la première année, j'ai fait du studio. Donc, et là, j'ai commencé à enregistrer des chansons, puis à tranquillement me faire la main à travailler. Au début, c'était pas bon, là. Au début, c'était poche. On va se le dire, on va être honnête. Donc, mais j'étais comme, je vais revenir. J'étais comme, je pars pas tout de suite, je vais revenir. Et j'ai eu un déclic, quoi. C'est comme la première fois que je suis montée sur scène, je pense que c'est peut-être 2006, 2007, à Québec, au Dagobert. Ceux qui savent. Et puis, j'ai fait 30 secondes sur scène, mais j'ai eu un rush d'adrénaline comme jamais. Puis, j'ai compris que, waouh, ça, c'est magique, là. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Faire ta place, ton nom? J'ai trouvé... en fait, j'ai vite réalisé que si je m'accrochais pas et si je n'étais pas au plus haut niveau de ma détermination, ça allait pas marcher. Mm-hmm. J'allais pas pouvoir ouvrir une porte. Les portes se sont pas ouvertes, on a bâti nous-mêmes les maisons. Donc, on a créé nos portes, on a créé nos opportunités. Après, et il y a des gens dans ce chemin-là aussi qui nous ont accompagnés en coup de pouce, mais qui m'ont accompagnée. Mais je veux dire, c'était très hermétique. Quand j'ai commencé, il y avait quand même pas mal de filles qui rappaient aussi. Hein. Il y avait les Ruby, ces filles-là, je me rappelle. Il y avait des rappeuses qui étaient là. C'est vrai, oui. Tammy Tuesday. Donc, la scène était déjà présente, mais après, moi, je voulais plus. Tu sais, j'avais ce petit feu qui me disait continue, même si j'avais que des noms, des refus, mais je continue à sortir des projets. C'est dur à expliquer pour moi ce qui a fait que je continue, mais je pense que j'avais une très forte détermination. Je pense que je suis bénie aussi. Je pense que des anges qui m'accompagnent. Je pense que je fais pas ça toute seule. Et j'ai beaucoup de gratitude pour ce travail-là parce que ça m'a ouvert énormément de portes sur plein de choses que j'ai toujours rêvé de faire, en fait. En tout cas, c'est vraiment bien que tu t'es écouté. Ouais. Tu as continué, Sarah. Ouais. Pas toujours facile, mais écoute, c'est la passion avant tout. C'est la passion. Ouais. C'est la passion qui fait qu'on se lève le matin. Complètement. Qu'on est là ce matin, qu'on jase. Oh mon Dieu. C'est la Je sais pas dans quelle période de l'année ça va être diffusé, mais ce matin, il fait frais. Il fait frais. C'est le cas de le dire. Sarah May, dans tes albums, particulièrement Irréversible et Poupée russe, t'abordes le racisme, le sexisme, la dépendance. Qu'est-ce qui te pousse à être aussi direct, vulnérable, comme ça, là, dans tes textes? Je pense que pour moi, en tout cas, quand j'écoute la musique, il faut que je me connecte à ce que l'artiste dit. Pas juste la mélodie, pas juste la personnalité, mais c'est important de connecter. Puis en fait, c'est un partage d'expériences humaines. Je pense qu'on est tous sur cette terre et on est des âmes qui vivons des expériences humaines et terrestres. Et
en partageant, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Donc, moi, il y a des gens que je trouve qui ont le don de se livrer et d'être vraiment transparent en tout temps. Moi, c'est un truc que j'ai dû développer parce que je pense que j'ai plus de pudeur et c'est aller dans certains sujets, ça a été plus de travail, ça m'a demandé plus d'énergie, plus de « Ah, let's go, là, tu vas pas mourir, ça va bien se passer, fais-le ». Donc, et voilà, et donc j'ai des retours aussi sur ces choix-là, de parler de racisme, de dépendance, les gens m'en parlent et ça ouvre la conversation. C'est ça que je veux amener, tu sais, je veux amener... En tout cas, dans ces albums-là, j'ai voulu amener des conversations. Ouais. Oui, comme dans Poupérus, tu as parlé de ton chemin vers la sobriété. Ouais. J'ai trouvé ça très courageux de ta part. Merci. Oh oui, moi, j'ai beaucoup de misère à ouvrir mon jardin secret. Ouais. C'est quelque chose que j'apprends de plus en plus. Ouais. Parce que ce qu'on se permet pour soi-même, je réalise, ça peut inspirer quelqu'un à se le permettre pour toujours, lui-même. Ouais. Ouais, puis c'est ça qui est magique. Tu sais, cette chanson-là, j'ai comme, est-ce que je l'écris? Est-ce que je l'écris pas? Tu sais, j'ai tourné en rond, puis là, elle était finie, puis c'est comme, ah non, finalement, ça, je la mets pas sur la... Et finalement, c'est ça, tu sais, c'est... Des fois, il faut juste pas trop réfléchir. Et moi, j'ai tendance à énormément réfléchir, à re-questionner, à douter beaucoup, tu sais, douter de ce que je fais, le remettre en question. J'essaie de travailler là-dessus, de moins overthink, puis juste le faire, puis passer à autre chose, tu sais. Être dans le moment présent. Ben oui, absolument. C'est ça qui compte. Tu parles beaucoup d'estime de soi, d'acceptation. Est-ce que c'est des sujets aussi que tu abordes quand tu fais des tournées scolaires avec les plus jeunes? Complètement, vraiment, parce que, tu sais, souvent, c'est au primaire, des fois, bon, peut-être pas première année, mais tu sais, où j'ai des conversations, où il y a je fais des conférences, où il y a des ateliers avec les jeunes, c'est 4e, 5e, 6e année, des fois secondaire. Donc, c'est des années charnières. On se rappelle de nos années de primaire, fin primaire et secondaire. Ah, pour moi, c'est tellement frais dans ma mémoire. Oui. C'est comme si je marchais et je suis en constante conversation avec mon enfant intérieur. Ah, ça, c'est malade. Ça, j'aimerais ça être connectée à ce point-là. Des fois même, je cherche une solution et je pose la question à mon enfant intérieur. Et la réponse? Et la réponse des fois, elle me convient pas, mais je fais confiance. Et souvent, ça fonctionne. Ah, hey, je vais essayer. Parce que mon enfant intérieur n'a pas connu tous les traumatismes que moi, adulte, je suis imprégnée. Mon enfant intérieur s'est pas fait dire autant de non que moi, adulte, j'en ai reçu autant de déceptions. Fait que j'essaie vraiment de channel ce souvenir, cette énergie et d'essayer de voir quelle réponse pourrait sortir c'est beau, ça. Wow. De cette période de ma vie. Ouais. Food for thought. Saramé, qu'est-ce qui, quand même si c'est ton village qui t'a suggéré d'écrire, de plonger dans le monde littéraire, qu'est-ce qui, en toi, t'a dit « oui, je peux me le permettre, oui, ça fait partie de moi, j'ai quelque chose à dire, à partager ». Ben, c'était un pourquoi pas. En fait, je parlais de ça avec des amis en studio la dernière fois. C'est comme un défi que tu t'es lancé? Même pas. Mais je pense que j'aimerais ça écrire aussi sur ma propre histoire peut-être un jour. Donc ça, pour moi, ce serait un gros défi. Tu sais, ces livres-là sont quand même basés sur des chansons que j'ai écrites à la base. Donc, la pression de dire j'écris un livre jeunesse n'est pas apparue parce que j'étais d'abord dans la création de la chanson. Oui. Donc, j'étais comme, je veux faire une bonne chanson qui accroche les jeunes et voilà. Donc, mes critères de création de chansons. Mais après, c'est sûr que, mis à part la valeur de l'objet particulier, ça fait partie des choses que j'ai toujours envie de faire, comme faire de la télé, comme animer, comme jouer un jour. Tu sais, je me mets pas de limites. Et quand on me propose des projets le fun comme ça, qui arrivent et qu'on m'a jamais proposé avant, je me dis, ah, c'est pas fou. Tu sais, si quelqu'un y a pensé, allons-y, allons voir ce qui est possible de faire et si tout le monde serait content dans cette situation-là. Tu sais, moi, je suis très ouverte sur les nouvelles opportunités. J'essaye de saisir ces moments-là
Parce que là, tu vois, une chanson à l'école, bon, ma peau est sortie, mais une chanson à l'école, c'est la 2e année seulement qu'ils font le livre. Puis ça fait 10 ans que ça existe. Fait que je suis arrivée dans un timing où le livre jeunesse était déjà une façon de faire. Donc c'est cool. Et là, on me dit, bah, il y a peut-être un 3e qui va arriver. Who knows? Mais voilà, je me laisse porter par les nouvelles. Ouais. Le livre dont il est question aujourd'hui suit 4 personnages qui se réapproprient leur corps, leur identité. Et en créant cette histoire, quel était, toi, ton message, le message le plus important que tu voulais nous faire passer? Ben moi, c'était, pour Haut les cœurs, c'était vraiment un message d'amour. Tu sais, je voulais que les jeunes le lisent et sentent qu'ils ont du pouvoir, qu'ils ont quelque chose à dire, qu'ils ont leur place et qu'ils peuvent partager avec les autres, cette fraternité, cette humanisme, altruisme. Donc, je voulais vraiment amener quelque chose de positif et qui donne un petit peu des good vibes aux enfants, puis qu'ils se disent, ah, tu sais, je chante le refrain, je chante à tue-tête, puis ça me fait du bien, puis ça donne le sourire. Tu sais, tu peux pas chanter cette chanson-là en pleurant ou en étant triste. C'est vraiment, tout est dans le sourire et voilà. Ouais. On se fait du plaisir et puis on fait un peu de lecture, Saramé. Allons-y. Allons-en. J'y vais. Merci. Sais-tu que le vivre ensemble, ça se cultive? Oui, un peu comme une fleur ou une plante. Vivre en harmonie avec sa famille, ses camarades de classe, ses voisins, ça s'apprend grâce à des gestes amicaux ou citoyens. Parfois, ce sont des choses qui ouvrent grand le cœur des gens autour de toi. Il peut s'agir de tenir la porte à un copain qui s'est cassé la jambe, de se saluer dans la rue ou même de participer à la corvée annuelle de nettoyage de l'école ou du quartier. Levons les yeux, tendons la main. Nous sommes l'espoir de demain. Haut les cœurs, à jamais, l'amour est là. Il guide chacun de nos pas. Vas-y, c'est bon, ne t'en fais pas, on avance. Malgré l'impression que tout est écrit d'avance. On peut faire mieux ensemble, oui, on peut changer les choses. Souhaitons que le meilleur pour nous et pour les autres. Merci, Saramé. Merci, Katie. Ouais, ça résume l'esprit, hein? Ouais. Ça résume... Oui, c'est d'être conscient de qui on est, de ce qu'on peut apporter à l'autre et ce que l'autre peut nous apporter et d'être dans l'échange, dans l'ouverture et de ne pas juger. Tantôt, en parcourant le livre, tu me donnais des instructions. On dirait ça a été réfléchi de la façon qu'on doit le parcourir. Il y a comme des surprises aussi pour les jeunes lecteurs. Il y a plein de trucs chouettes. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Oui. Alors, ça commence premièrement avec la partition qui est la version de l'OSM parce qu'il faut savoir qu'on a composé la chanson, on l'a enregistrée et après, l'OSM a fait des arrangements et on a fait une captation avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, c'est la version symphonique. Et ça, on peut le voir quelque part? C'est partout sur YouTube. Haut les cœurs live avec l'OSM. Yes! C'était un moment franchement incroyable. Et donc, il y a les paroles du livre, il y a des animations, mais il y a aussi des questions. Donc, par exemple, c'est quoi l'amour selon toi? Comment penses-tu qu'il puisse nous permettre d'aider les autres? Donc, c'est aussi pour amener les jeunes à réfléchir tout en lisant la chanson et à se poser des questions. Et il y a aussi le volet musical. Qu'est-ce que c'est un pont? Comment on fait une chanson rap? C'est quoi le rap? Donc, c'est éducatif. Ah, c'est trop cool! C'est le fun. Et voilà. Et il y a la version aussi pop, qui est la version comme elle est sur les plateformes en ce moment. Donc, et il y a un code QR, tu peux accéder à la chanson directement en ligne. C'est un petit bijou. C'est vraiment Édito un petit Jeunesse, bijou. on fait un travail super. Et les illustrations sont signées... Ah, merci. Il est à toi, c'est ta copie. Les illustrations sont signées par Niti Marcel Muet. Oui. Elle signe les illustrations des 2 livres. Exactement, de ma peau et Haut les cœurs. C'était ton choix. Pourquoi travailler avec Niti? Moi, je connais la réponse. Mais écoute, elle est extraordinaire. Elle est chouette. En fait, quand est venu le temps de faire ma peau, évidemment, c'était sûr que ça allait être une femme noire qui allait illustrer. Je voulais qu'une sœur comprenne et mette ça en image. Et dans les suggestions, il y avait Niti. Donc, je suis tombée en amour vraiment avec son travail, sa manière d'illustrer dans les formes, dans les couleurs. Et donc, ça allait de soi que quand c'était pour Haut les cœurs, moi, je dis c'est Niti. Et puis, elle travaille super bien et c'est une soie.
Quand elle t'a montré les premiers drafts, Ouais. comment tu t'es sentie? C'est émouvant, je te Ouais, dirais. Il y a comme une fierté, t'es heureux, puis c'est émouvant parce que tu dis, elle est allée lire ça, puis elle l'interprète et elle crée des images avec ça, elle raconte une histoire à travers les personnages. Est-ce que ça ressemblait à ce que toi, tu imaginais en écrivant? Ben, tu sais, moi, j'avais vu que je savais pas que ça allait devenir comme ça. Non. Mhm. Mais c'est ça la surprise, c'est ça qui est le fun. Tu sais, il y a le côté écriture, puis après, il y a les illustrations, mais ça va ensemble. Donc, elle me comprend, on se comprend. Donc, c'est la meilleure personne pour illustrer et voilà, je suis très contente. Ouais. Saramé, tes livres, ils sont sortis depuis un certain temps. Ouais. Je pense qu'ils ont colonisé quelques familles. Oui. Les écoles. Ouais. Est-ce que tu as eu des feedbacks de parents ou d'enfants? Beaucoup. Je te dirais que, ben, ma peau, j'ai eu beaucoup de parents qui m'ont écrit, qui m'ont dit, écoute, ma fille, elle est complexée par rapport à ses cheveux, par rapport à sa couleur de peau. Elle se trouve moins belle que les autres jeunes filles, que ce livre-là l'a aidée, la chanson l'a aidée. Donc ça, c'est des moments qui me touchent beaucoup. Et pour Haut les Cœurs, vraiment, j'ai fait une tournée des écoles en septembre. Et c'est beau de voir des jeunes chanter la chanson, apprendre. Puis tu sais, on dit souvent que les jeunes ici sont pas au courant de ce qui se passe, la culture, mais il faut aller vers eux aussi. Donc là, je retourne dans les écoles à Québec. Je vais à Québec à la fin du mois, à l'île Perrot même. Donc voilà, j'essaye de me promener, d'aller dans les écoles quand je peux et passer le message et les écouter, passer du temps avec les jeunes. Ils sont extraordinaires, là, les kids là, aujourd'hui. Moi, j'ai du fun. Ils sont allumés. Allumés, ils ont ouais. de la répartie, tac, tac. Pour Haut voilà. les Cœurs, tu as composé la chanson. Oui, C'est une commande. c'est une commande. Comment t'as pris ça? C'est tough. Ah! C'est tough parce que on sait que c'est pour les jeunes. Ouais. C'est pour Culture pour tous. C'est un projet, ça fait 10 ans qu'il existe. Donc, j'ai appelé Tom Lapointe, qui est mon compagnon depuis le début de cet univers musical. J'ai appelé Eman aussi dans la Claire. Je dis, bon, les gars, il faut qu'on fasse une toune. Il faut qu'on trouve un sujet puis qu'on ait un bon vibe. Moi, je voulais que ça groove, qu'il y ait de la bass, que ce Ouais. soit un peu funky. Et après, Miel m'a beaucoup aidé dans la direction artistique aussi pour choisir les mots, parce qu'il y a des mots que tu peux pas dire. Il y a une façon d'amener ce projet-là. Donc, ça a été beaucoup de travail, mais j'ai beaucoup appris. Ah, je suis vraiment excitée pour toi. Merci, Que Katie. tu vives tout ça. Merci. Et en plus que ce soit ta conversation avec ta vie Mhm. qui a provoqué ces opportunités. Ouais. Qu'est-ce qui se passe pour la suite pour Saramé? De la musique et d'autres. Est-ce qu'il y aura d'autres livres? Ben, peut-être, hein, tu sais, faudrait que j'y pense, mais pour l'instant, musique. Peut-être des théâtres chantés pour les Écoute, enfants. Qui sait, un album jeunesse peut-être, un album de musique jeunesse, who knows. Mais de la bonne musique, c'est ça. Merci beaucoup, Saramé. Merci à toi Merci d'avoir d'être pensé à moi. venue à ma rencontre pour cette belle jazette. Grand plaisir. À bientôt. Mouah. Aujourd'hui, je reçois une invitée qui occupe une place toute particulière pour moi. Née à Montréal dans les années 90, elle est doctorante en études littéraires et recherche-création à l'Université de Sherbrooke. Elle travaille également comme professeure de littérature au Cégep de Drummondville. Partageant son temps entre Sherbrooke et Montréal. Fille de la journaliste Mariana Murat et du documentariste Peter John Ingalls, elle a grandi dans un environnement où la culture prenait beaucoup de place. Elle s'appelle Léa Murat Ingalls et l'année passée, elle a sorti son tout premier roman, Les rythmes de la poussière, aux éditions du Remue-Ménage dans la collection Les Martiales. Une œuvre audacieuse qui mélange l'afrofuturisme et la quête de ses origines.
Léa, mon amie, bienvenue à Nouveau Départ. Merci de m'avoir. Je suis trop contente d'être ici. Ben, moi, je suis très, très fébrile parce que Léa, on se connaît depuis plusieurs années. On a collaboré sur plein de projets créatifs ensemble, des projets également très identitaires ici, dans le territoire québécois. Toutes les deux, on est d'origine haïtienne. Et ça a été, je pense, un élément très déclencheur au choix de se choisir comme amis dans la vie de l'une et de l'autre. Ah oui, absolument. Moi, je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était pendant la pandémie, si je me rappelle bien. Oui, c'était pendant la pandémie, puis c'était juste après la mort de George Floyd, tout ce qui s'était passé aux États-Unis. Moi, j'étais complètement en perte de repères, là. J'allais pas bien, je me sentais loin de mes origines, loin de ma communauté, puis à l'époque, tu travaillais à la Maison d'Haïti. Oui. Puis je voulais un peu m'impliquer là-bas. Puis j'ai débarqué dans ton bureau, je pense, un lundi après-midi. C'était l'hiver, on était proche des fêtes, justement. C'était à cette époque-ci de l'année. Puis je me suis retrouvée dans ce bureau-là avec toi, pour vrai. Ça a été comme un moment super important pour moi. Je suis ressortie de là complètement comme revitalisée, nouvelle. Puis à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé grâce à toi. Et moi, je suis ravie de te voir t'émanciper et contribuer à ton tour à la construction de cette belle culture québécoise. Nouveau Départ, ça a été pour moi vraiment un projet que j'avais envie de présenter pour discuter de l'expérience d'immigrer au Québec. Suite au récit que mes parents m'ont partagé de leur propre expérience, j'ai compris que chaque individu vraiment passe à travers toutes sortes d'univers, de bouleversements, de décisions, d'émotions, juste par le fait de changer de territoire. Et après avoir reconduit 8 conversations lors de la première saison, pour la deuxième saison, j'avais vraiment envie de me régaler et de parler toujours d'immigration, mais avec le spectre de la littérature. Parce que je suis friande de ce bel objet qu'on appelle le livre. Je trouve que c'est non seulement un bel objet, mais c'est la manifestation de, à mes yeux, l'intelligence, l'intelligentsia, tu vois, humaine, tu sais. Ben oui. Donc, après avoir dit tout ça pour mettre la table, moi, j'étais trop heureuse de te voir publier ton premier ouvrage l'année dernière, Les rythmes de la poussière. Et j'aimerais qu'on en parle. Oui. Si tu devrais résumer ce premier opus, comment tu le ferais? J'ai toujours de la misère à le résumer parce que c'est, je pense, 160... 200 pages même. Quand même. Un peu plus que 200 pages, puis il y a tellement de choses qui se passent là-dedans parce que en tout cas, on en reparlera un peu, mais c'est mon mémoire de maîtrise que j'ai fait à l'Université de Sherbrooke. Mais pour le résumer rapidement, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est afrodescendante, comme moi, d'origine haïtienne, qui habite qui existe en 2045, qui fait, elle aussi, son mémoire en littérature, qui se penche sur les archives afrodescendantes. Et puis, elle se fait léguer pendant ses études plusieurs boîtes d'archives par sa grand-mère, qui est d'origine haïtienne aussi, pour qu'elle les mette sur une nouvelle plateforme, un nouveau média social qui s'appelle DQJUS, qui est très inspiré là, de 23andMe, des choses qui existent déjà, mais je voulais vraiment créer une espèce de média social qui ressemblerait à Facebook, qui aurait la même popularité, sur lesquels les gens peuvent importer des archives puis connecter avec des membres lointains de leur famille à travers le monde, avec ces archives-là. Et donc, elle les importe, mais elle réalise que, comme pour les médias sociaux qu'on a aujourd'hui, les algorithmes se mettent à trafiquer là-dedans. Pour faire de la place sur les serveurs, les algorithmes choisissent les archives qui sont plus pertinentes, entre guillemets, que d'autres. Bien sûr, les critères de cette pertinence-là sont surtout occidentaux, très blancs, c'est quoi le mainstream, disons. Et donc, les archives afrodescendantes, puis considérées comme venant de communautés marginalisées, sont écartées. Donc, ne sont pas priorisées sur ce média social-là. Ces archives commencent à glitcher
un peu. Elle a de la misère à les récupérer. Elle comprend qu'il y a un problème avec ça. Parallèlement aussi, elle a une relation avec une personne en ligne qu'elle n'a pas rencontrée, qu'elle découvre finalement qui est peut-être pas une vraie personne, qui est plutôt peut-être une intelligence artificielle. Et donc, elle se met à se questionner un peu par rapport à ça. Elle est dans une période très difficile de sa vie où elle transitionne aussi. Donc, ça devient un peu bizarre là, à un certain moment où elle sent qu'elle se dématérialise un peu comme la technologie le fait pour nous. Il y a vraiment... Ça bouge. Il y a beaucoup d'enjeux. Oui, ça bouge. Ouais. Ton histoire est en 2045. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce futur si proche pour raconter une histoire aussi liée au passé et à la transmission? Oui. Je pense que moi, ce que j'aime le plus de l'afrofuturisme, de la science-fiction, je suis une grande fan là, de ça depuis que je suis quand même jeune. J'ai toujours plus aimé les histoires qui sont assez proches dans le futur. Donc, un peu plus comme de l'hyperréalisme, de la dystopie, où on a beaucoup de repères puis de liens avec notre propre époque. Je pense aussi que, vu que c'est un roman assez autofictif, donc le personnage me ressemble beaucoup, c'est pas... J'aime toujours l'expliquer parce que quand on pense à autofiction, on pense que comme c'est une autobiographie, ce l'est vraiment pas. Le personnage est complètement différent de moi. Il y a plein d'éléments dans l'histoire qui sont complètement différents de ma vie, mais c'est sûr que moi, j'aime ça écrire avec authenticité, donc je vais souvent aller chercher des émotions qui sont très vraies, je vais m'inspirer de ma vie. Et donc, si on veut s'inspirer de sa vie dans le présent, c'est comme un peu difficile d'extrapoler super loin dans le futur. Je trouvais qu'avec les enjeux, ça collait mieux à une époque qui n'était pas trop distante. Mm-hmm. Ouais. Ton livre est présenté comme un roman afro-futuriste. Mm-hmm. C'est un terme qu'on entend de plus en plus ou qu'on a peut-être toujours entendu, mais c'est maintenant qu'on y prête attention. Oui. C'est quoi pour toi l'afrofuturisme? Puis qu'est-ce que ce genre te permet de faire que peut-être d'autres genres littéraires le permettraient pas? L'afrofuturisme, pour moi, c'est vraiment un mouvement artistique interdisciplinaire là, qui rejoint toutes sortes de formes d'expression artistique. Moi, ma première expérience avec l'afrofuturisme, ça a été beaucoup dans les dessins animés, les jeux vidéo, les bandes dessinées. Puis je me suis vraiment sentie juste vue, parce que dans beaucoup de science-fiction qui n'est pas nécessairement afrofuturiste, je trouve que les enjeux par rapport à l'identité, par rapport à la marginalité sont très... blanc, centré sur le discours occidental, sur la figure masculine blanche. Dans la science-fiction, la figure qui domine le plus souvent, c'est l'homme blanc. Donc, pour moi, l'afrofuturisme, c'est de décentrer l'Occident, c'est sûr et certain. C'est la définition la plus rapide que je dis tout le temps quand on me le demande, parce que vu que c'est mon domaine d'études, je me fais souvent demander ça, c'est que c'est vraiment... de la science-fiction par et pour les personnes afrodescendantes. Puis par ça, on entend toutes les personnes issues de la diaspora, de toutes les diasporas afrodescendantes, les personnes mixtes, les personnes... comme c'est vraiment... Ça ratisse assez large, là, pour moi, l'afrodescendance, pardon. Puis ce que ça permet, je pense, c'est justement de vraiment aller... se voir dans ces histoires-là, quand on est une personne afrodescendante ou marginalisée. De pouvoir se voir dans des histoires, c'est vraiment important. De sentir que cette histoire nous concerne, qu'on peut s'identifier à ça, qu'on peut se sentir vu, compris. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidée et sauvée en grandissant, surtout à l'adolescence. Mm-hmm. Étant justement issue d'une famille qui avait immigré au Québec. Moi, je suis quand même 3e génération, parce que c'est mes grands-parents qui ont immigré dans les années 60. Mais justement, ça a créé un peu une perte d'identité, parce que c'était quand même assez loin, vu que c'est surtout c'est mes grands-parents qui ont connu Haïti. Ma mère a un peu vécu en Haïti dans sa jeunesse, mais moi, j'ai jamais été en Haïti. Je parle pas créole, un peu, mais je comprends aussi. Puis j'ai grandi avec plusieurs repères culturels, mais on dirait que ces repères-là, j'avais de la misère à m'attacher à ça, puis à les voir comme un peu des encres. Donc, pour moi, l'afrofuturiste, ça a vraiment été une façon de comme retourner vers ça, surtout en étant plus vieille, de trouver une façon de comme explorer mes origines à travers la fiction. Ouais.
Moi, je me souviens de nos conversations. Il y avait beaucoup l'enjeu de légitimité Ouais, c'est qui vrai. revenait. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ce que je ressens, est-ce que c'est correct presque? Mhm. Euh, Est-ce que tu es encore dans ces questionnements? C'est quoi l'évolution, justement, de ta quête identitaire depuis notre première rencontre? Ouais, ben, ça a beaucoup évolué. T'as beaucoup aidé avec ça d'ailleurs. T'as été un pilier pour moi dans cette évolution-là identitaire, de me sentir un peu plus légitime. Tu sais, c'est sûr, moi, j'ai vraiment grandi dans des milieux blancs, puis à part ma famille, euh, qui était comme vraiment mon sentiment de communauté, j'avais pas énormément d'amis haïtiens. C'est arrivé vraiment plus tard dans ma vie, justement, quand on s'est rencontrés. Euh, Fait que c'est sûr que oui, il y avait tout un aspect de légitimité parce que je me sentais tellement déconnectée, tu sais. Puis j'étais comme, ah, ben, j'aimerais ça en parler, j'aimerais ça pouvoir vivre ça, mais je me sens tellement loin de ça. Euh, donc ouais, ça a été difficile, surtout en étant un enfant, tu sais, mixte. Tu sais, donc j'ai quand même un père blanc. C'est sûr que je me suis jamais vraiment tant identifiée à la culture blanche canadienne non plus. Pas, beaucoup moins, en tout cas, que la culture haïtienne. Euh, donc, ouais, il y avait quand même ce sentiment d'imposture-là, d'avoir l'impression de ne pas être assez afrodescendante. Mais ça l'a vraiment changé, surtout en écrivant le livre. Puis je pense que j'ai été encouragée, justement. Je me rappelle, tu m'as dit une fois, Léa, on a besoin de gens comme toi, on a besoin d'être ensemble, tu sais. Oui. Puis il y a beaucoup de systèmes qui essaient de nous séparer, puis il faut pas se laisser faire. Puis moi, c'est Ah, vraiment ça qui m'a portée là, à partir du moment où tu me l'as dit. ça, Ouais. c'est une phrase qui continue de me porter. Mm. Et justement, en parlant de cette proximité, est-ce que ça a contribué, la publication de ton livre, est-ce que ça a contribué à une certaine proximité dans ta famille? Est-ce que ta maman, ton papa ont lu ton livre, ta grand-maman? Comment ils ont réagi à ton ouvrage? Ma famille, mais ma mère et mon père, c'est probablement mes plus grands fans. Puis mes beaux-parents aussi, là, le copain de ma mère et la copine de mon père, là, c'est vraiment... des fois, ils m'en parlent encore, puis ils ont des étoiles dans les yeux, puis ils sont tellement fiers de moi, c'est vraiment beau à voir. Ça m'émeut tout le temps. Honnêtement, la plus belle chose qui est ressortie de ce roman-là, c'est que ça a provoqué beaucoup de discussions qu'on n'avait jamais eues, surtout du côté de ma famille haïtienne, par rapport à la transmission intergénérationnelle, les silences familiaux surtout. C'est certains sujets qu'on n'avait jamais abordés, notamment la santé mentale, qui a été comme un gros tabou dans ma famille très longtemps. Euh, donc oui, ça nous a rapprochés. On a pu parler aussi de la jeunesse de ma mère, de la jeunesse de ma grand-mère. On dirait que ça a comme ouvert un peu un champ de communication qui était peut-être un peu obstrué avant. T'sais, on en a toujours un peu parlé, mais là, on dirait que comme les vannes ont vraiment ouvert avec mon livre. Ah, je suis ravie d'entendre ça. Ouais. Parce que souvent aussi, ce qu'on reproche aux générations qui nous ont précédés, c'est ce mutisme. Peut-être Ouais. un mutisme qui arrive par protection de Ouais. soi, Ouais, par ouais, ouais. humilité aussi. Mhm, mhm. Parce que ces générations ont passé des réalités complètement différentes de ce qu'on vit Ouais. aujourd'hui. Mm. Donc, je suis vraiment ravie d'entendre que ton livre permet ce genre de connexion. Ouais. Euh, Tu parles beaucoup d'intelligence artificielle dans le Mhm. livre. Puis aujourd'hui, on en parle de plus en plus, Ok, que ça peut ouais. être à la fois une belle opportunité, mais aussi un danger. Mhm. Est-ce que c'est une opinion que tu partages? Oui, moi, je suis vraiment anti-intelligence artificielle. Sur mes médias sociaux, là, mon compte Instagram, c'est que des partages d'informations sur comment l'intelligence artificielle est destructrice et pour la planète et surtout pour les personnes vulnérables. C'est d'ailleurs là-dessus que je fais mon doctorat en ce moment, sur les dangers de l'intelligence artificielle, surtout dans un aspect de domination, puis de comment ça amplifie la marginalisation, en fait. Parce que, tu sais, en soi, l'intelligence artificielle, moi, vu que je suis une grande fan de la science-fiction depuis toujours, tu sais, j'ai vu plein d'histoires où l'intelligence artificielle est à la fois bonne ou mauvaise. Puis je considère que c'est un outil comme n'importe quelle technologie, puis que c'est pas
tu sais, c'est pas essentiellement bon ou mauvais, mais on vit dans un monde où on a des personnes qui sont très avares et euh, très destructrices là, pour la planète. Donc, elles utilisent ces technologies-là, puis ces choses-là à mauvais escient. Puis surtout de la façon que cette intelligence-là artificielle qu'on a en ce moment, là, c'est des modèles de langage, donc c'est vraiment basé sur la langue, la probabilité de la langue, comment, tu sais, comme la langue, donc si on dit un mot, la probabilité qu'on dise, mettons, un autre mot après, tu sais, c'est vraiment quasiment un calcul mathématique. Là. Tout est codé. Oui, c'est comme, ils ont vraiment envisagé la langue comme des formules mathématiques, et donc ça dépend beaucoup de normes, de règles, puis de règles sociales, là, des règles qui régissent nos sociétés. Et donc, surtout si c'est des hommes blancs qui mettent ces règles-là donc, dans l'intelligence artificielle, ça fait en sorte que ben, les gens qui sont déjà marginalisés par ces règles-là dans la société le sont encore plus avec l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est sans compter les impacts environnementaux qui sont catastrophiques aussi. Ben, justement, c'est vraiment ton sujet de prédilection pour ton doctorat. Ouais. Mais comment ton travail de recherche et ton rapport au livre façonne, toi, ta manière d'écrire? Je suis sûre que ça influence ta créativité. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Tu sais, comme moi, dès que... Ben, en fait, je regarde beaucoup de penseurs afrodescendants parce qu'on a la chance, même si ils n'ont pas des énormes tribunes, mais aux États-Unis, en Amérique du Nord, il y a énormément de penseurs, surtout penseuses puis chercheuses afrodescendantes, afro-états-uniennes qui travaillent dans le domaine de l'informatique, qui ont sonné l'alarme depuis très longtemps là, sur l'intelligence artificielle puis les médias sociaux, les technologies en ce moment, comment elles sont utilisées. Donc, je m'inspire beaucoup de ces femmes-là, énormément, puis de leurs idées. Puis c'est vraiment ça qui vient comme un peu provoquer là, mon écriture. J'ai envie de parler de ces femmes-là, j'ai envie de comme les réintégrer dans notre discours, surtout au Québec, parce que c'est quand même des femmes anglophones souvent. Donc, on n'en parle pas beaucoup au Québec. Quand on parle d'intelligence artificielle au Québec, on parle beaucoup des hommes blancs qui sont en train de la créer, des chercheurs qui travaillent là-dessus au Québec. On parle moins des femmes noires qui sont en train de faire un travail très intéressant là-dessus. Ouais. Une chance que tu es là, Léa. Là, c'est la partie que je préfère de notre conversation. Oui. On va faire la lecture. Hein, est-ce que tu as envie de te prêter au jeu avec moi? Absolument. Donc, je t'ai demandé, juste avant qu'on ouvre les micros, d'identifier un extrait que tu pourras nous lire. Et par la suite, puisque moi, j'adore faire la lecture, je vais continuer la lecture et puis on pourra continuer notre conversation. Ça marche. J'ai choisi un extrait qui se passe dans le temps des fêtes, parce qu'on enregistre ça pendant le temps des fêtes. Donc, voilà. Je suis terrifiée à l'idée que Mamie parte sans que je le sache, qu'elle s'en aille sans bruit, sans rien dire, sans se battre, que sa mort la surprenne, que le courriel qu'elle m'a envoyé soit le dernier. Même en étant consciente de l'extrême fragilité de sa présence parmi nous, je n'ai pas trouvé le courage d'aller la voir avant le confinement, et il est trop tard. Je me sens coupable et prise en faute, mais aussi un peu soulagée d'avoir une excuse pour la distance qui nous sépare. La seule façon de me faire pardonner serait d'exaucer un de ses souhaits les plus chers. Je vais nous faire chacune un profil sur des QGIS. Comme ça, nous pourrons avoir l'impression d'être plus proches l'une de l'autre. J'ai répondu à son courriel pour le lui dire. J'y ai joint un poème d'amour légèrement quétaine pour l'émouvoir. Un petit cadeau de Noël supplémentaire. Le seul mot que je connais en créole, c'est mamie, maman. Je parle le créole comme un bébé. Dans ma famille, mamie est le nom que l'on donne à ma grand-mère. C'est la mère de tout le monde. Si l'homme construit des routes, la femme trace des chemins. C'est quelque chose que ma mamie a écrit dans le récit de sa vie. Comme elle, j'écris. Je veux écrire avec elle, pour qu'elle reste avec moi toute la vie. Sans ma mamie, je ne saurais pas qui je suis. Et je sais maintenant ce que je dois faire, de tout ce qu'elle m'a donné. Je peux braver ce monde grâce à sa seconde vie. Le seul mot que je connais en créole, c'est mamie, maman. Je le murmure pour raviver le souffle de mes ancêtres et de toutes celles qu'on a appelées mamie.
Les diodes multicolores des lumières de Noël dans les fenêtres des blocs appartements gris de Côte-des-Neiges aspergent ma petite chambre sombre. Une souris court le long du mur. Je l'observe, impassible, la jalousant d'aller rejoindre sa petite famille au chaud dans ma garde-robe. Je bois une gorgée de vin blanc au goulot en sortant un autre dossier des boîtes de momie. Ce soir, je cherche la famille que je n'ai plus dans ces cartons, la famille que j'ai toujours voulu, celle qui m'a coulé entre les doigts pour que je me ramasse toute seule un soir de Noël. Le bruit passe de nouveau à la télé. J'ai presque terminé la première saison d'une émission qui n'est devenue qu'un son ambiant. En l'espace de quelques jours, ce qui est étonnamment raisonnable dans mon cas, les boîtes de ma grand-mère, que j'ai enfin toutes ouvertes, étaient dans un désordre total. Elles sont divisées en 6 coffrets qui contiennent quelques dossiers à l'ordre aléatoire. 4 sont dédiés à des notes, des textes et des réécritures de chapitres du roman qu'elle a publié en 2034. 5 renferment des documents généalogiques au nom de familles qui se répètent incessamment. Un dossier est dédié à des documents évangéliques, un autre à des coupures de journaux. J'arrive au cœur des archives de ma grand-mère, une pochette qui contient des extraits d'actes de naissance haïtiens de personnes que je ne connais pas, datant de 1892, 1936, 1938. Il y a des écrits par mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-oncle et mon arrière-arrière-grand-père. Ceux de mon arrière-grand-oncle ont l'air d'avoir été imprimés hier, tant ils sont propres, même s'ils datent des années 70. Ceux de mon arrière-arrière-grand-père, qui datent des années 30, ont les pages jaunies et quasi transparentes. Les mots tapés à la machine ont presque disparu. Sans même m'en rendre compte, je plonge dans tout ce qu'ils ont écrit, emporté par la marée de mots qui flottent sous mes yeux. C'est la fin de la page 53 du livre « Les rythmes de la poussière ». Merci, Léa. Merci à toi. Est-ce que écrire ce livre t'a donné envie de visiter Haïti? Oh mon Dieu, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. J'aimerais tellement y aller. Je me suis rendue assez proche quand même. J'ai été aux Îles Vierges justement pour un colloque d'études caribéennes avec ma directrice et mon éditrice Stéphane Martelly. Puis juste de voir la nature. Tu sais, j'étais pas sur la même île, mais j'étais proche puis je pouvais m'imaginer. Tu sais, j'avais tellement entendu parler des manguiers. Juste les manguiers, tu sais. Puis j'étais comme, c'est un arbre à fruits, là. Ça doit ressembler un pommier. Puis d'arriver là-bas et de voir la grosseur d'un manguier, de voir la quantité de mangues qu'il y a dans ces arbres-là. J'ai jamais vu des arbres comme ça dans ma vie. J'ai aussi été faire un petit peu de snorkeling, là, de voir les coraux, le sable. Tu sais, comme toutes les choses dont j'avais entendu parler, qu'on me disait, oh mon Dieu, c'est tellement beau, c'est tellement paradisiaque, tu sais, c'est cet endroit-là du monde. On dirait que je l'avais un peu sous-estimé parce que j'avais voyagé ailleurs, puis j'avais vu des beaux endroits, mais vraiment, là, j'ai eu comme un sentiment que j'avais jamais ressenti avant d'être dans un endroit où comme mon corps était adapté, tu sais. Parce que moi, je vis beaucoup de dépression saisonnière, j'ai la dépression chronique aussi. Puis en Haïti, puis dans les Caraïbes, le soleil est beaucoup plus proche de la Terre. Tu sais, on est proche de l'équateur. Fait que pendant cette semaine-là, on était quand même en été, là, en juin. Il faisait 30, super humide. D'habitude, à Montréal, là, quand tu fais cette température-là, je pleure, je sue, j'ai envie de rester à la climatisation. Mais là-bas, j'étais incroyablement bien. Magnifique. Ouais. Je t'écoute parler, puis je pouvais pas t'interrompre. Non. C'est déjà la fin de notre conversation. Oh non. Comme tu l'as dit tantôt, je suis fâchée avec le temps. Ouais. Parce que je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir, mais chaque moment, je l'ai chéri, Moi aussi, Léa. absolument. Et ce livre, je suis contente que tu l'aies écrit. Merci. Je sais pas c'est quoi ta relation avec le livre. Je vais te laisser 30 secondes, tiens, 2 minutes pour me dire. Ouais. J'ai commencé maladroitement en te partageant, moi, ma relation avec le livre, que je trouve que c'est vraiment l'objet qui
qui manifeste l'intelligence humaine. Toi, c'est quoi ta relation avec le livre? C'est une relation particulière parce que je pensais pas nécessairement que c'était le premier livre que j'avais publié. Parce que j'ai écrit avant, j'écris encore aujourd'hui, j'espère publier encore, même si c'est très difficile au Québec. Je l'aime beaucoup, je suis fière. Ça a été un gros travail, j'ai travaillé très fort dessus avec Stéphane Martelly, mon éditrice, ma directrice. On travaille encore sur mon écriture en ce moment, mais j'ai trouvé ça... Je l'aime beaucoup, ce livre-là. Ouais. Ben, moi, je vous le conseille. Une belle lecture. Les rythmes de la poussière de Léa Murat-Ingalls, qui ont paru aux éditions du Remue-Ménage dans la collection Les Martiales. Un bel objet qui traite d'afrofuturisme. Je pense que c'est un style qui va être de plus en plus exploité par nos auteurs et autrices d'ici. Oui, je l'espère aussi.